Sans transition, retrouvons l'actualité sur le continent. Les Égyptiens étaient hier aux urnes. L'adoption de la Constitution Morsi passera par un référendum avant même la fin de la proclamation partielle des résultats. L'opposition parle d'irrégularité et reste cependant optimiste quant à un vote massif en faveur du non. En raison d'interminables files d'attente, la commission électorale égyptienne a dû prolonger de 4 heures les opérations de vote samedi dans les 10 gouvernorats appelés à se prononcer sur le projet de constitution. Toutefois, à peine terminé le dépouillement d'un scrutin déjà dénoncé pour irrégularité par l'opposition laïque et libérale, les résultats qui devaient rester secrets ont commencé à fuiter. Les islamistes du Parti de la liberté et la justice du président Morsi ont annoncé sur leur site que plus de 56% des électeurs avaient approuvé le texte. Dimanche matin, la presse reprenait ces résultats en les amplifiant, avançant même le chiffre de 63% de oui. Un empressement de nature à exacerber les divisions déjà fortes entre les électeurs sur l'esprit et la lettre de cette constitution. Concernant les droits de la femme, elle a droit à l'égalité. Un article de loi de la Constitution donne à la femme les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu'à l'homme. C'est une constitution qui va créer un État religieux et consacrer une dictature des frères musulmans au pouvoir. Ils auront le dernier mot dans le pays. Cette première tranche du référendum a été émaillée de violences, notamment au Caire où la police a dû intervenir après l'attaque du siège du Parti libéral du Wafd par des islamistes. Une manœuvre d'intimidation aussitôt dénoncée par le chef de ce parti. Ceux qui ont attaqué le siège sont des partisans de Hazem Abou Smaïl. Mais quoi qu'il en soit, j'attribue la responsabilité au Dr Mohamed Morsi en tant que président du pays et de tous les Égyptiens. Prochain rendez-vous pour la deuxième tranche, le 22 décembre prochain, dans les 17 gouvernorats restants. Le Canada, de plus en plus une destination prisée pour les étudiants africains. La cause reste liée aux perspectives promoteuses d'emplois. Plus d'1 million d'emplois sont à pourvoir d'ici 2021. Montréal, la métropole du Québec. En cette journée de décembre, le thermomètre affiche ses premières températures négatives. Pas facile pour Issaou, qui a quitté le Bénin il y a 2 ans. Juriste, il a choisi d'effectuer ici son doctorat, séduit par le principal atout de la province canadienne, sa double culture, mêlant le français et l'anglais. Il y a découvert un pays où l'immigration est vécue comme une valeur ajoutée. Ce n'est pas du tout l'idée que je me faisais de l'Occident. J'ai trouvé un peuple très chaleureux, très généreux, très accueillant. Je ne sais pas, j'ai été en tout cas marqué par ça, j'ai été frappé par cette générosité du peuple québécois. Au Québec, les Africains représentent aujourd'hui près de 20% des étudiants étrangers. Une proportion qui va en augmentant malgré le coût des études, jusqu'à 10 000 $ l'année, sans compter les frais de subsistance dont il faut disposer pour obtenir un visa. Mais les perspectives y sont prometteuses. Effectivement, nous sommes une société ouverte au Québec et les emplois sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes et sans distinction des origines. C'est aussi ce qui a convaincu Aboubacar, arrivé du Mali. Après 2 ans à l'université de Bamako, il aurait pu poursuivre ses études en France. Il y a préféré Montréal, où vit son oncle. Le problème en France, c'est que nous allons pour la quête du savoir et après le savoir, on veut le savoir-faire. Et ce savoir-faire, généralement, le marché français est inondé. Donc, il n'y a pas suffisamment de place pour les Français, à plus forte raison que pour les Africains. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les Africains sont de plus en plus à quitter l'Europe pour aller dans une société ouverte, une société dans laquelle ils pensent avoir une meilleure vie. Une vie qu'il imagine sans hésitation au Québec. D'ici 2021, 1,5 million d'emplois seront à pourvoir dans la province. Retrouvons l'actualité nationale, direction la 2e région, où l'Agence de l'environnement et du développement durable vient d'informer et de sensibiliser une vingtaine de membres d'ONG, de GIE et de services techniques sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement de la productivité agricole dans notre pays. De Koulikoro, nous retrouvons le point de Seydou Traoré.
La finalité recherchée de ces ateliers d'information est de donner l'opportunité à 60% des producteurs bénéficiaires du programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali PAPAM d'adopter les bonnes pratiques et techniques de la gestion durable des terres. Les 2 jours d'exercice théorique et pratique à Koulikro et Banamba ont été focalisés sur la régénération naturelle assistée et l'aménagement en courbe de niveau, une manière de sensibiliser et d'attirer l'attention des acteurs sur l'importance de la gestion durable des terres, identifier sur le terrain les producteurs susceptibles d'accueillir les projets de démonstration, entre autres. C'est aussi de constituer un vivier de formateurs au niveau de la région de Koulikoro pour pouvoir dispenser des formations requises, encadrer les paysans pour l'adoption des bonnes pratiques de gestion durable des terres. C'est pour que les différents acteurs, les prestataires de services, les services techniques représentés à l'atelier puissent voir comment est-ce qu'on peut réaliser ces bonnes techniques dans les champs. Pour une région confrontée de nos jours au problème de dégradation des terres, ces travaux initiés par l'Agence de l'environnement et du développement durable prennent en compte les préoccupations des autorités régionales. Une réponse efficace à la dégradation des terres est d'une nécessité capitale en vue de rendre résilientes les agrosystèmes et partant rendre les populations moins vulnérables. En liant la théorie à la pratique dans le champ de Belenke Keita à Banamba, les participants ont pu mesurer le chemin à parcourir. Il s'agit de l'application des 3 étapes de l'aménagement du terrain, à savoir le diagnostic, le piquetage et la matérialisation. Les éléments de la gendarmerie nationale de Sikasso, désormais mieux outillés pour assurer des interventions rapides et en matière de maintien d'ordre. La formation de recyclage dédiée à cela a pris fin hier par une série de démonstrations. Sekou Konaté. Initiée par le Centre d'entraînement des forces de sécurité SNF, la session de Sikasso a concerné 70 éléments des escadrons de Sikasso, Selengue et Kouchala. Pendant 2 semaines, les éléments ont approfondi leurs techniques en matière de maintien et rétablissement de l'ordre public, d'intervention, de tir aux armes individuelles et collectives et plusieurs autres tactiques. L'objectif du projet consiste à renforcer les capacités de ces unités pour leur permettre de mieux assurer leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens dans le strict respect des droits de l'homme. Le commandement de la gendarmerie nationale, à travers cette formation, voudrait également disposer d'une force suffisante et professionnelle au service de l'autorité civile. Désormais, plus outillés à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, des institutions, de la gestion des foules en période de trouble ou de crise, la démarche du CNF est saluée par les autorités régionales. C'est donc le lieu de saluer la direction générale de la gendarmerie nationale pour avoir initié cette formation de recyclage des escadrons du Mali et singulièrement dans notre région. Je rends hommage au Centre national d'entraînement des forces de sécurité de la gendarmerie du Mali pour son expertise et surtout pour son dévouement, toutes choses qui ont abouti au succès de cette formation. De la gestion d'une foule de manifestants à la sécurisation des personnalités, en passant par le franchissement opérationnel, les éléments de la gendarmerie ont fait étalage de leur grande maîtrise des techniques enseignées. Une remise de matériel de maintien d'ordre et un défilé ont bouclé la cérémonie de fin de formation à Sikasso. Grande nuit de plaidoyer en faveur de la paix, c'était hier soir au Palais de la Culture de Bamako. Initiée par la Miss ORTM 2012 et les jeunes de l'association Codilaton, la soirée a été une tribune de plaidoyer pour l'implication totale des femmes et filles dans la résolution rapide et efficace de la crise que vit notre pays. Les artistes invités à cette occasion ont prôné l'unité et la solidarité entre tous les fils du Mali et pour un Mali fort. Reportage de Adama Kodjo, mais avec la voix de Agibou Koulibaly. Cette soirée était un véritable espace de plaidoyer pour l'implication des femmes et des filles dans la résolution de la crise au Mali. Les organisateurs ont appelé ce groupe cible à jouer pleinement son rôle dans les familles comme ailleurs pour une union sacrée autour de la patrie. Les artistes qui se sont succédés sur la scène avaient le même message. La présidente de la CAFO a salué l'initiative d'une jeunesse responsable et engagée pour l'avenir du pays. Oumou Touré a ensuite lancé un appel aux femmes et aux filles pour accompagner ces jeunes. Quant au coordinateur de l'association Codilaton, il s'est réjoui de la grande mobilisation de la soirée. Une raison pour la Miss ORTM 2012 de montrer toute sa satisfaction.
Le point d'orgue de cette cérémonie, c'était la rencontre des femmes du Kampara et celle des bérets verts, qui se sont donné la main afin d'œuvrer pour l'essentiel, la paix au Mali. Une union dont le pays a besoin pour relever les énormes défis, à savoir la libération des régions sous occupation et la cohésion sociale. Au cours du plaidoyer, Malamine Koné, le président directeur général de RNES, a été fait ambassadeur de la paix et de la réconciliation nationale.